Cette génération savait que l'espoir préférait ceux qui se tenaient par la main, ceux qui regardaient ensemble dans toutes les directions du vent. Explorateurs de nouveaux territoires, ces jeunes-là avaient assez de fougue pour décrocher le soleil. Et seul le temps, le plus grand des conteurs, saurait dévoiler le dénouement de ce récit sans point final. Bienvenue à tous dans À l'affiche Planète Afro, l'émission consacrée à l'actualité culturelle africaine et caribéenne. Et à la une artiste sensible, engagée, humaniste et écologiste qui met la jeunesse au cœur de toutes ses œuvres depuis 40 ans, autrice, illustratrice et peintre franco-ivoirienne qui a vécu et enseigné quasiment dans le monde entier, atypique et adepte de challenge. Elle fut par exemple dans sa jeunesse la première ivoirienne ceinture noire de taekwondo. Grand prix de l'Afrique noire en 2005. Elle a écrit près d'une trentaine de romans pour adultes et pour enfants. Véronique Tadjo est notre invitée et elle nous présente son dernier roman, Je remercie la nuit, un récit politique d'une jeunesse conquérante qu'elle invite à prendre la vie à bras-le-corps et à tordre le cou au destin. Véronique Tadjo, merci et bienvenue dans votre Planète Afro sur France 24. Merci Fatima Wen. Je suis ravie et nous sommes ravis de vous recevoir à l'occasion justement de la sortie de ce roman. Je remercie la nuit aux éditions Mémoire d'Encrier. Dans ce roman, il est question de deux étudiantes justement en résidence à Abidjan, Flora et Yasmina, qui vivent leur vie de jeunes adultes tranquillement lorsque la vie politique ivoirienne les fait basculer dans un cauchemar qui va les changer à jamais. En 2011, alors que Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara se disputent la présidentielle en Côte d'Ivoire. Pourquoi avoir décidé de raconter cette histoire 13 ans après les faits ? Ça m'a pris beaucoup de temps pour écrire ce livre. Des tas de choses se sont passées depuis. Il y avait d'abord une blessure, une grande blessure, je pense, au niveau de beaucoup de personnes. Et voilà, ça fait à peu près 12 ans, 13 ans. Beaucoup de choses se sont passées et c'est à la fois court et long parce que les événements n'ont pas arrêté. Voilà, on a eu la libération de Laurent Gbagbo, l'ex-président. On a eu la libération de Madame Simone Gbagbo aussi. On a eu Blé Goudé aussi qui a été libéré. Soro en exil. Enfin bon, toujours beaucoup de choses qui se sont passées. Donc, je pense que c'est une histoire qui n'est pas terminée. Oui, c'est pour ça. Alors, vous avez écrit sur l'écologie, par exemple, dans le Royaume aveugle et en compagnie des hommes, sur l'histoire avec la reine Pokou, sur la famille, vos liens avec la Côte d'Ivoire, dans Loin de mon père, sur le génocide des Tutsis au Rwanda dans l'ombre d'Imana. On peut dire qu'en gros, la politique est toujours présente et elle traverse vos œuvres. Mais là, on a l'impression que dans ce roman précis, justement, dans Je remercie la nuit, c'est sans doute le plus politique au terme politicien du terme, justement, ce livre-là. Oui, parce qu'en fait, nous sommes emprisonnés. Enfin, je veux dire, nous sommes très impactés par la politique au niveau ordinaire de tous les jours. Et donc, je voulais montrer un peu ce que cela donne quand des jeunes femmes, par exemple, comme Flora et Yasmina, sont prises dans le tourbillon de la politique et comment leurs rêves se brisent et comment elles vont faire pour pouvoir se reconstruire. Ce livre, donc vous l'avez dit, Je remercie la nuit, met en lumière une histoire à travers le regard justement de deux étudiantes, donc deux jeunes femmes. Oui. La jeunesse est toujours quelque chose qui vous passionne, vous intrigue et vous inspire. Vous avez écrit plusieurs romans, une quinzaine pour la jeunesse. Qu'est-ce qui vous inspire tant dans cette jeunesse-là, justement ? Parce que la jeunesse, c'est l'avenir du pays, c'est l'avenir du monde. Je veux dire, on dit toujours, c'est sur la jeunesse qu'on compte pour pouvoir résoudre pas mal de problèmes. Et donc, parfois, j'ai beaucoup de sympathie pour cette jeunesse qui a tant de défis à surmonter. Je veux dire, on a parlé d'écologie, défis écologiques, mais aussi politiques et même de défis face à cette démocratie qui bat de l'aile un peu partout dans le monde. Et donc, voilà, ils ont vraiment beaucoup de choses à régler. Et donc, voilà. Et puis, peut-être parce que aussi ma jeunesse n'est pas si loin, je me souviens encore de ma jeunesse.
J'ai aimé ma jeunesse et j'ai toujours cru que, voilà, on ne sait pas ce que les jeunes vont donner. Et c'est ça qui est fascinant. Les jeunes, justement, la jeunesse africaine, parfois Mhm. est tentée par l'exil, et vous en parlez d'ailleurs dans le livre, parce que là, pour le coup, c'est de l'exil forcé, hein, on ne dévoilera pas la trame du livre, mais Flora, elle s'exile. Justement, quel message vous avez pour cette jeunesse africaine qui pourrait être tentée par l'exil à tout prix, parfois au péril de sa propre vie? Bon, je ne sais pas si c'est à la jeunesse qu'il faut donner le message. C'est plutôt à nos dirigeants, à notre élite, de savoir qu'il faut garder la jeunesse dans le pays. Et donc, créer les conditions qu'il faut pour que cette jeunesse ait envie de rester chez elle. C'est ça l'idée. Parce que c'est pas la peine de dire à un jeune il faut rester, si ce jeune-là n'a pas l'impression qu'il y a de l'avenir pour lui dans son propre pays. Et c'est là que le bas blesse. Oui, absolument. Ce n'est pas non plus votre premier récit, évidemment, d'actualité. On se rappelle que En compagnie des hommes parlait d'Ebola, par exemple, mais évidemment l'écologie et comment est-ce que finalement on devrait tous, peut-être collectivement, prendre une meilleure prise en compte, en tout cas, des actions de l'humain sur la nature, parce que finalement ça peut revenir. Mais que répondez-vous à ceux qui disent finalement que l'écologie, c'est pas une priorité sur le continent africain? Oh mon Dieu. Alors là, vraiment, j'ai pitié d'eux déjà, Oui. parce que c'est fondamental, c'est fondamental. Par exemple, si on prend l'insalubrité, ça amène toutes sortes de maladies, et donc ça coûtera cher à l'État, par exemple. Mais aussi, on le voit avec le changement climatique, tous les problèmes que ça pose, les inondations qu'on a vues dans la région, tout ça, ça coûte très cher, non seulement en santé, mais aussi ça pèse sur le budget. La pollution, qu'elle soit atmosphérique ou alors même la pollution sonore, c'est quelque chose de terrible dans nos villes aujourd'hui. Je veux dire, on entend crier partout. C'est infernal. Oui, absolument. C'est infernal, on s'entend plus penser. Oui. Mais Oui. comment on fait pour convaincre justement, peut-être aux dirigeants, je ne sais pas, comment on fait pour convaincre justement de l'importance de l'écologie et des défis écologiques sur le continent africain? Je pense que les gens se rendent déjà compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Maintenant, c'est à plusieurs niveaux. Il faut que ce soit au niveau, voilà, au niveau de la population, mais aussi au niveau de nos dirigeants, de nos gouvernements, pour qu'ils prennent les mesures pour voilà, assainir notre environnement. Et puis si, par exemple, on prend le cas de la déforestation, très lié, par exemple, à l'épidémie d'Ebola, quand les animaux se rapprochent des villages, des êtres humains, on va dire. Oui. C'est pour ça En Oui. compagnie des hommes. Oui. Voilà, tout ça, c'est très important. On ne détruit pas une forêt, comme je dis, sans créer une situation catastrophique. Absolument, de l'impact justement de l'action des hommes sur la nature et donc par ricochet sur l'être humain. L'ombre d'Imana, voyage jusqu'au bout du Rwanda, ce livre sous forme de journal que vous avez fait sur le génocide des Tutsis au Rwanda. Ce génocide dont on a commémoré les 30 ans, justement. Je me disais, 30 ans plus tard, qu'est-ce qu'il vous reste de cette aventure très particulière en écriture? Vous avez fait partie, je rappelle, de l'équipe Fest Africa en 1998. 3 ans plus tard, un collectif d'écrivains africains a été emmené justement au Rwanda pour témoigner justement des récits qui bouleversent le continent. Et à l'époque, c'était le génocide des Tutsis au Rwanda. Qu'est-ce qui vous reste de Pour ça? moi, c'était une expérience qui m'a énormément marquée, personnellement, mais aussi en tant qu'écrivaine. Ça a été un grand bouleversement et donc il a fallu, parce que je ne pensais pas que ça pouvait arriver en Afrique. Je pensais qu'on avait beaucoup de défauts, mais ça ne pouvait pas arriver sur notre continent. Et donc, je me suis sentie tout de suite interpellée, et c'est pour ça que j'ai dit très vite oui à Noki Djedamoune et Maïmouna Koulibaly qui ont organisé Rwanda, écrire par devoir de mémoire. Et parce que je voulais essayer de comprendre, d'en savoir plus.
Voilà, donc ça a été un voyage à la fois intérieur et extérieur, bien sûr. Et j'ai beaucoup appris. Pour moi, ça a changé beaucoup de choses dans ma perception du monde, dans ma perception du continent et de ce qu'on pouvait accepter et ce qui était intolérable et ce qui pouvait amener à une dérive. Oui, bien sûr. On vous entend. Merci, merci infiniment, Véronique Tadjo, d'être venue nous présenter. Je rappelle, je remercie La Nuit, Mémoire d'Encrier, un récit vraiment poignant, passionnant sur justement et une façon de faire revivre, malheureusement, mais heureusement que vous le faites avec brio, la crise ivoirienne de 2011 et les enseignements peut-être qu'on pourrait tirer là-dessus sur cette jeunesse conquérante. Merci beaucoup. Et on se quitte avec les images de l'exposition Dans la foulée de Géraldine Tobé. C'est une artiste plasticienne congolaise, une immersion dans un univers de fumée. Géraldine Tobé, elle est une véritable alchimiste. Je ne sais pas si vous connaissez son travail. Elle travaille avec le feu. Elle crée des toiles saisissantes, sublimées par des flammes grâce à une lampe à pétrole. Et une expérience artistique à ne pas manquer, c'est à voir à la galerie Africaris. C'est jusqu'au 12 octobre. Merci.